En Soir d'info, nous recevons aujourd'hui Monsieur Lansana Gagny Sakho, président du conseil d'administration d'Apixexa. Bonsoir Monsieur Sakho. Bonsoir Madame Sissi. Merci d'être des nôtres ce soir. Tout le plaisir est pour moi. Juste préciser que je ne suis pas là en tant que président du conseil d'administration d'Apix, mais en tant que membre fondateur de Kirai. Naturellement, on pourra discuter de tous les sujets économiques. Plusieurs cordes à votre arc alors. Nous allons démarrer cet entretien avec un rapide tour d'horizon de l'actualité nationale, une actualité marquée notamment par la publication de cette fameuse liste de l'Office national de lutte contre la corruption, qui a donc publié les listes des agents publics sénégalais soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine, faisant apparaître selon les institutions plusieurs centaines de déclarants et un nombre important de personnes en situation de défaillance, notamment au sein de la présidence de la République. Est-on là face à un problème administratif ou un réel problème de gouvernance selon vous? Je pense qu'il faut d'abord regarder le verre à moitié plein. Je pense que c'est plutôt un problème administratif. C'est déjà un bon signe qu'on ait pu avoir le nombre de défaillances, je vais dire entre guillemets. Je reste persuadé que les gens vont régulariser très rapidement. Et quand on parle de présidence de la République, il faut nuancer. L'APIX fait partie de la présidence de la République. Nous avons 2 personnes de l'APIX qui ont été déclarées, encore une fois, défaillants entre guillemets. Donc je pense qu'il faut nuancer. L'ARCOP fait partie de la présidence également. Mais je pense que le plus important, c'est que ce processus ait commencé et que les personnes régularisent. L'autre point, il y a beaucoup de raccourcis. Quand on parle de défaillants, les gens pensent déjà à mauvaise gouvernance, détournement, des gens qui veulent se cacher. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je reste persuadé que dans les semaines à venir, les gens vont se régulariser. Mais je pense que c'est une excellente chose. Quand on est dans l'administration publique, le bon sens veut qu'on fasse une déclaration de patrimoine. Vous pensez qu'il est trop tôt pour se prononcer sur cette liste qui n'est pas encore définitive? L'OFNAC l'a bien précisé. Oui, mais moi, j'ai aucune inquiétude parce que c'est une obligation de déclaration. Et je pense que les gens vont se régulariser. Peut-être ce qu'il faut faire dans le futur, c'est qu'un administrateur public est nommé, qu'il ne prenne pas fonction sans avoir fait au préalable la déclaration de patrimoine. Mais je pense que c'est des lois sur lesquelles l'État est en train de travailler qui vont être corrigées. Mais je pense que c'est une très bonne chose déjà que cette déclaration de patrimoine, qui est une obligation dans les textes en vigueur au Sénégal, puisse être mise en œuvre. Je pense que c'est une très bonne chose. Et je n'ai pas d'inquiétude que les gens vont se régulariser. Autre chose qui fait débat, elle nous mène à l'Assemblée nationale où l'on veut revenir, ou la majorité macanique en tout cas veut revenir sur cette disposition de l'article 37 qui oblige le président de la République à faire une déclaration de patrimoine à la sortie. Alors on le sait, il fait d'emblée une déclaration de patrimoine à l'entrée. Désormais l'Assemblée nationale veut le pousser à le faire également à la sortie. Quelle est votre position sur cette décision? Vous avez parlé de majorité mécanique. Je pense que l'Assemblée, pour moi, est dans son rôle bien sûr. Mais pourquoi maintenant? Je pense que c'est parfois des questions comme ça qu'il faut se poser. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à avoir une Assemblée nationale vraiment responsable, qui joue son rôle, qui ne réagit pas en fonction de certaines contingences politiques dans le pays, parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à régler. Mais je pense que l'Assemblée est dans son rôle de dire « je fais une proposition de loi » pour demander une déclaration à la sortie. Mais je pense qu'en respectant le parallélisme des formes, je pense que ça aurait été bien également qu'on justifie un peu les fonds qui étaient utilisés à la primature avec l'ancien Premier ministre. Où cet argent est passé? Est-ce qu'il y a une légalité de demander cet argent? Et je pense qu'il faut le faire. C'est dommage parce qu'on a parlé de rupture quand on a élu cette Assemblée nationale, je crois. Je pense que c'était le fondement, c'était ça. Vous pensez qu'il n'y a pas de rupture? Écoute, quel a été le premier acte de cette Assemblée nationale quand ils ont été élus? Chercher des voitures. Ça a été le premier acte qui a été décidé quand ils ont été élus. Et moi, je pense personnellement que ce qui avait été décidé, dire que les députés, on leur donne des indemnités et vous allez chercher votre voiture quand vous le voulez chez n'importe quel concessionnaire, c'était la bonne approche. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que chaque fois qu'une législature se termine, les députés, ils partent avec les véhicules. Mais ça coûte de l'argent public, en réalité. Mais je pense qu'ils sont dans leur rôle de faire passer des lois, mais après, le législateur décidera.
La question des fonds spéciaux, fonds politiques, hein, fait également débat. La majorité parlementaire va en instituer le contrôle. Votre commentaire sur ça? Ils sont dans leur rôle de demander à instituer le contrôle, je crois. Mais moi, je reviens toujours à la même question. Pourquoi maintenant? Ouais, vous avez un problème avec le timing, mais si on juge aujourd'hui les performances de l'OFNAC, c'est un office qui a été créé en 2015, il aura fallu attendre 2026, 12 ans après, pour qu'on assujettisse enfin les agents de la fonction publique à une déclaration de patrimoine. Donc, oui. Vu sous ce rapport, peut-être qu'il n'est jamais finalement trop tard pour bien faire. Oui, je pense que c'est des réformes qu'il fallait engager bien avant. Je pense qu'on a passé depuis les années 2000, je pense que c'est là qu'il fallait commencer à travailler sur ces réformes importantes. Parce qu'il y a réellement des problèmes de gouvernance dans notre pays, il ne faut pas se voiler la face. Et je pense que si ces mesures avaient été prises avant, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais la question fondamentale, moi, c'est toujours que je pose, pourquoi maintenant exactement que ces questions reviennent sur la table? Vous pensez qu'il y a un soubassement politique? Je ne pense pas. Je suis persuadé qu'il y a un soubassement politique qui se joue à ce niveau-là. Pourquoi maintenant? Je pense que les élections sont passées... C'est depuis 2024. Pourquoi on n'a pas passé ces lois depuis 2024 et maintenant seulement? Mais comme je dis encore une fois, l'Assemblée nationale joue son rôle. On est dans un pays démocratique, ils peuvent faire passer des lois. Après, le législateur décidera est-ce qu'on doit les passer ou pas. Mais moi, je pense que la priorité de notre pays, on viendra dessus, c'est l'économie. On ne peut pas passer tout le temps à faire... Avant de passer à l'économie, je voudrais quand même connaître votre position sur cette question des fonds politiques. Vous en pensez quoi? Bon, il y a deux choses. D'abord, je pense que tous les pays ont besoin d'avoir des fonds politiques. Quand vous avez des opérations secret défense, quand vous devez envoyer des personnes peut-être se faire soigner, quand vous avez des opérations très délicates qui ne doivent pas être connues par tout le monde, je pense qu'il faudrait des fonds soient gérés de façon spécifique. Naturellement, il faut peut-être mettre en place après, derrière, un moyen de contrôle de ces fonds. Et ça, je pense que ça se fait dans toutes les démocraties. Alors là, nous allons à présent nous intéresser à un article que vous avez publié dans sur un site en ligne de La Place. Entre 2024 et 2026, vous nous apprenez que le Sénégal a connu une séquence politique, économique et financière particulièrement mouvementée et que cette séquence, en tout cas, a fortement dégradé la perception du risque pays avec des conséquences sur les investissements, l'emploi, la confiance des partenaires. Vous allez jusqu'à parler d'un véritable cas d'école. Sur quel fondement, sur quelles données repose votre analyse? Mais les chiffres sont publics. Le Sénégal est passé de 2e en Afrique de l'Ouest à 13e. Les chiffres sont publics, on peut les vérifier partout. En fait, quand je parle de cas d'école, ça veut dire qu'un pays qui peut être leader en termes d'attractivité peut arriver dernier sur simplement des détails. Je pense qu'il faut d'abord analyser en regardant le contexte sous-régional. Nous sommes dans un contexte où nous avons entre les pays ce qu'on appelle une guerre économique. Chacun va essayer d'attirer les investisseurs chez lui. Après, ce qui se passe, c'est qu'un investisseur qui vient dans un pays, il regarde deux choses. Le risque pays, pour moi, aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a une cage que tout le monde coche. C'est ce pays, est-ce qu'elle est en accord avec les FMI ou pas? Quand vous n'avez pas un accord avec les FMI, personne ne viendra. Maintenant, avec les soubresauts économiques qu'on a eu des ruptures de contrat. Vous avez vu, je pense, ce qui s'est passé avec les ICS, un peu heureusement que ce n'est pas arrivé, ce qui est arrivé en vol, qui a investi beaucoup d'argent, mais qui allait passer tout ça en perte et profit. Même ce qui s'est passé dans le secteur privé, où les gens sont restés pendant 2 ans avec la dette, ils n'ont pas été payés. Le message que l'on envoie, c'est qu'on n'est pas dans un pays certain par rapport à d'autres. Et ce qui se passe après, l'investisseur, il va regarder ce qui se fait ailleurs. Ça veut dire que la parole publique peut très rapidement fragiliser l'attractivité d'un pays, sans qu'on touche aux D'ailleurs, vous évoquez une chute spectaculaire des investissements directs étrangers en 2025. Mais est-ce qu'on peut attribuer réellement, M. Sarro, cette baisse à des facteurs liés à la gouvernance, ou existe-t-il, selon vous, d'autres facteurs économiques ou financiers ou statistiques à prendre en compte? Il n'y a pas de facteurs statistiques et financiers, c'est la parole publique. Moi, j'ai reçu des investisseurs, ils me disent, dans ton pays, on ne sait pas où est-ce qu'il va aller dans 2 ans, dans 3 ans, nous préférons attendre. Et il y a des signaux qui sont très forts. Je pense, dès qu'on a changé le gouvernement, moins de 2 mois après, la Banque mondiale est venue, je signe avec vous. C'est un signal positif. La Banque mondiale peut venir, on peut avoir un accord avec les FMI,
Mais cela ne signifie pas que les gros investisseurs vont venir. Parce que ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont attendre? Qu'est-ce que nous allons décider de faire en 2029? Et je pense qu'il faut qu'on comprenne une chose très importante. Si vous n'avez pas d'investissement, que ce soit investissement national, investissement étranger, vous allez arriver à nulle part. Même les investisseurs nationaux se retiennent un peu de savoir où est-ce qu'on va aller. Les grosses entreprises, nos grosses entreprises de BTP préfèrent aujourd'hui aller investir au Mali, aller investir en Guinée pour faire des routes que d'investir au Sénégal en réalité. Parce que ces entreprises ne sont pas payées, parce qu'également il y a une perception du risque. Personne ne sait qu'est-ce qui va se passer après 2029. Et je pense que c'est une grosse problématique qu'il faudrait qu'on règle. Et tant que ce problème d'investissement étranger, même des nationaux, n'est pas réglé, je pense qu'on va aller à des lendemains très difficiles. Vous parlez de rupture de confiance, si je vous entends bien, entre le Sénégal et les investisseurs étrangers. Dans quelle mesure le Sénégal pourrait-il réparer en tout cas cette rupture de confiance qui finalement s'est créée? Je pense que ça va être pas après 2029. Je pense que les premiers jalons à passer, c'est d'abord trouver un accord avec le FMI. C'est un point d'entrée, c'est quelque chose de très important. Après, le FMI va venir, la Banque mondiale est là, les partenaires bilatéraux vont venir. Mais les gros investisseurs vont encore attendre pour voir qu'est-ce que nous allons faire après 2029. Je pense que l'erreur que nous faisons tous, c'est que nous pensons que notre pays est le centre du monde en réalité. Nous n'en sommes même pas à la périphérie. Vous avez d'autres pays à côté de chez nous. Vous avez la Guinée, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Bénin, mais vous avez tous ces pays qui ont exactement les mêmes atouts que nous et nous sommes dans un marché communautaire. Aujourd'hui, un investisseur qui s'installe à Côte d'Ivoire, mais venir vendre au Sénégal, c'est comme s'il s'installait au Sénégal parce que nous avons une libre circulation des biens et des personnes. Et je pense qu'on doit percevoir tous ces risques importants et regarder un peu dans quelle mesure nous allons remettre notre pays sur le droit chemin, là où il faut pour pouvoir attirer les investisseurs. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on casse cette approche en pensant qu'on peut aller tout seul. Est-ce qu'on pourrait avoir des solutions à court et moyen terme? Parce que vous nous prédisez finalement des lendemains assez sombres si c'est 2029 l'échéance et que nous sommes actuellement en 2026. Sarah, je suis simplement réaliste. 2026. De 2026 à 2029, il faudrait bien que le peuple vive. Je suis d'accord avec toi. 2026, je pense que 2026-2027, il faut travailler pour relancer l'économie. Je pense que le Premier ministre sur quoi il est en train de travailler, les partenaires techniques et financiers vont venir. On va aller à des lendemains très difficiles. Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est sur les 3 ans où nous allons, le Sénégal devra consacrer près de 80% de ses recettes fiscales pour payer une dette, en réalité. Donc sur cette période, ça va être assez difficile. Le gouvernement n'aura pas assez de marge de manœuvre. Et je pense que c'est là où c'est important de bien communiquer. Maintenant, si on trouve un accord avec les FMI, on trouve un accord avec les autres partenaires techniques et financiers qui vont aider le Sénégal, après 2029, c'est les Sénégalais qui vont décider ce qu'ils feront de leur pays. Tout dépendra quelle personne sera désignée pour conduire les destinées du Sénégal. En fait, tout dépendra de là. Il y a des gens qui rassurent, mais il y a d'autres qui ne rassurent pas du tout à cause de beaucoup de facteurs. Et je pense que c'est par là qu'il faudrait arriver à décider qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays. C'est pour ça qu'il y a un narratif très important sur lequel il faut travailler, c'est rassurer les investisseurs que ce pays peut continuer et a besoin d'accueillir les investisseurs. C'est sur ce narratif qu'il faut travailler. Est-ce que vous estimez qu'actuellement le gouvernement du Sénégal, avec à sa tête le président de la République, a les mots qu'il faut justement pour assurer les investisseurs? Le gouvernement a les mots qu'il faut pour assurer les investisseurs. Mais un investisseur, il ne travaille pas sur 2026-2029, c'est 3 ans. Un investisseur, il regarde l'avenir, il travaille sur le long terme. Et je pense que c'est là où je vous dis, tout dépendra quelle perception les investisseurs auront sur qui va être dans ce pays en 2029. C'est ça la clé aujourd'hui. Et c'est ce qui justifie cette bataille politique, selon vous, entre les deux camps? Non, je pense que ce qui justifie cette bataille politique est beaucoup plus complexe que ça. Ce qui justifie cette bataille politique, c'est pousse-toi et que je m'y mette. C'est aussi simple, aussi trivial que ça. Je pense qu'on a un président de la République qui a été élu, Bassirou Diomaye Faye. On a un Premier ministre qui, je ne sais pas, à tort ou à raison, pense que c'est moi qui devrais être de l'Assemblée nationale. Et je pense que si on analyse bien,
En fait, c'est un processus, je pense, qui a commencé depuis longtemps. Même moi, je pense qu'il y a des choses qui m'ont échappé. Ça a commencé par décrédibiliser la première institution. On a entendu dire qu'il n'y a pas d'autorité dans ce pays. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ancien président du conseil d'administration des HLM qui a été nommé. Le président de la République a signé le décret. Qu'est-ce qui s'est passé? Le décret n'a pas été signé. Donc je pense que c'est un processus très lent. Décrédibiliser le président de la République, l'affaiblir et l'isoler. En fait, c'était ça le processus normal. Toutes ces batailles dont on parle viennent de la pose 3 et que j'ai mis. Mais je pense que ce qu'on oublie tous aujourd'hui dans ce pays, c'est que ceux qui ont élu le président de la République ne sont pas dans les partis politiques. 80% des gens qui ont voté, ce sont des Sénégalais qui sont chez eux, qui observent, qui regardent et qui font une lecture rationnelle et qui décident à la fin de la journée qui est-ce qui va diriger ce pays. C'est pour ça que l'échéance de 2029 est quelque chose de très important parce que c'est une échéance qui permettra de dire quel Sénégal nous voulons construire. Est-ce que ça va être un Sénégal qui va se retourner vers l'avenir? Est-ce que ça va être un Sénégal qui va dire aux investisseurs venez travailler chez nous? Ou est-ce que ça va être un Sénégal qui va se refermer? Je pense qu'il y a des mots que les gens ne comprennent pas. Le mot patriotisme ne signifie pas fermeture. Pas du tout. Le mot endogène ne signifie pas fermeture. Regardons ce qui se passait en Asie. Les gens ont été très ouverts et aujourd'hui, je pense que ce sont les premières économies. Je pense qu'il y a des problèmes de compréhension de certains textes. Merci beaucoup, Monsieur Lansana Gagny Sakho, membre fondateur donc, de Kiraay. Les patriotes républicains, par ailleurs PCA de l'APIX, d'être passé nous voir dans Soir d'Info. Excellente suite de programme en notre compagnie. Juste avant de se quitter, cette information qui vient de nous parvenir, la libération du directeur général de l'ancien DG de l'ANAMO, Maodo Malick Mbaye, qui recouvre donc la liberté. Nous y reviendrons avec plus de détails certainement lors de nos prochaines interventions. Merci beaucoup, M. Sakho, d'être passé nous voir. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi. Merci à vous, chers téléspectateurs. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales.